Nous appelons le docteur Marc Zanello, neurochirurgien à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui va nous parler de la neurochirurgie et maladies psychiatriques résistantes, de la psychochirurgie lésionnelle à la neuromodulation réversible. Bonjour à tous. Vous me dites si vous m'entendez bien. On t'entend bien. Ok. Je remercie Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Secrétaire, les membres de l'invitation, et bien le professeur Palu, à qui je dois beaucoup. Donc, on va brosser le portrait finalement de la psychochirurgie. On verra qu'il y a beaucoup à dire. Alors, je vais arriver à passer les diapositives. Vous avez vu là une tête que vous avez déjà retrouvée dans la présentation précédente, celle d'Egaz Moniz. Donc, c'est assez important parce que finalement, des trépanations pour traiter des patients psychiatriques, ça date de la préhistoire. Mais la psychochirurgie, quand on l'évoque, on pense forcément à Egaz Moniz et toute cette période qui s'est ouverte, on va dire, des années 30 jusqu'aux années 70. Et donc, il y a un lien fort avec la France parce qu'il a publié son premier livre à Paris en 1936. Il était proche de l'équipe française, on en discutera. Et le prix Nobel en 1949, mais à la base, c'est un neurologue. Et donc, on verra qu'on laisse des médecins s'occuper de chirurgie, il y a des problèmes. Donc, je rejoins complètement ce qui s'est dit préalablement, qu'il y a vraiment un enjeu que force reste aux chirurgiens de faire des techniques invasives. Et j'ai envie de dire aussi ne pas savoir gérer ces complications, quelque chose qui m'a toujours étonné de la part de nos collègues neuroradiologues interventionnels. Donc, il y a des dérives qui ont été inacceptables dans la psychochirurgie. On pense voilà, aux lobotomies transorbitaires. On voit là que j'ai présenté, vous reconnaissez quand Walter Freeman, mais à côté James Watt, c'est l'époque où il avait commencé avec un chirurgien. Et quand il a commencé à dire qu'il voulait uniquement, avec son camion, faire le tour des États-Unis pour faire les lobotomies transorbitaires, le collègue chirurgien s'est désolidarisé de cette pratique avec des patients très peu sélectionnés. Donc, il y a eu un rejet. Là, j'ai mis une capture du film Vol au-dessus d'un nid coucou, mais lui-même tiré d'un livre, pour dire qu'il y a vraiment eu un mouvement fort pour rejeter toute psychochirurgie, alors que dans les années, finalement, dès les années 70, en 1977, la Commission américaine aux États-Unis a dit on peut faire la psychochirurgie, sous réserve qu'on sélectionne bien les patients, mais il n'y a pas de rejet pur et simple. Est-ce qu'il y a une autre voie française possible? On a déjà parlé de Jean Talarac, mais j'étais obligé de le citer, parce que c'est une figure tutélaire de la neurochirurgie française qu'il a exercé exclusivement à Sainte-Anne, formé par Marcel David. Donc, c'est un psychiatre qui a fait l'effort de se former, de devenir neurochirurgien ensuite. Il était reconnu par ses pairs, et j'en profite pour, à travers, on va dire, les décennies, remercier l'Académie de chirurgie d'avoir récompensé ce père de la neurochirurgie fonctionnelle, et voilà, qui a fait un certain nombre de travaux. On voit là, par exemple, la brachythérapie, c'est l'image qui est en dessous. Hein. Il y a des petits grains d'iridium qui étaient mis pour faire des lésions très précises chez des patients psychiatriques. Donc, il était tout de suite allé vers des techniques beaucoup moins agressives et invasives. Là, j'ai cité in extenso le comité consultatif national d'éthique qui avait été en fait interrogé sur techniques de neurostimulation, en l'occurrence de stimulation cérébrale profonde, dès 2002, en disant que sous réserve que les patients soient bien sélectionnés, on peut les opérer. Donc, on voit que là, en fait, on va juste reprendre des choses qui ont été, à mes yeux, injustement abandonnées. Alors, qu'est-ce que c'est que la résistance au traitement en psychiatrie? C'est une question assez complexe. Hein. Ça existe depuis Freud, qui disait qu'il y avait un certain patient qui avait un inconscient trop fermé. Donc, on voit qu'il y a une question de résistance qui existe depuis très longtemps. Pour retenir qu'on va dire il y a 20 à 60% des patients psychiatriques qui peuvent être considérés comme résistants au traitement psychiatrique usuel. C'est un sujet qui est de plus en plus étudié. Là, on voit, il y a une revue récente où on montre entre 2000 et 2020 qu'il y a une sorte de droite quasi exponentielle de l'intérêt des études chez ces patients psychiatriques résistants. Il y a une seule molécule qui est pour l'instant qui a l'AMM pour les patients psychiatriques résistants. Alors, là, vous voyez le petit bandeau en haut, on va parler de trois grandes indications pour la psychochirurgie. On peut en parler de plus, mais on a un temps limité qu'on va essayer de tenir. La dépression, on est obligé d'en parler parce qu'en termes de marché, en fait, et en termes de patients atteints, c'est monumental. Une personne sur 5 fera une dépression au cours de sa vie. Le dernier petit encart que j'ai tiré de l'INSERM, 70% des cas, il y a traitement efficace, donc 30% des cas, il n'y a pas de traitement efficace. 30% des cas, peut-être une fourchette un peu haute, mais c'est ce qu'il faut retenir. Et on voit en dessous, pour le coût de ces patients-là, en fait, là, c'est aux États-Unis, hein, c'est le coût additionnel de patients souffrant soit de dépression résistante, soit juste de dépression par rapport à des patients qui ne souffrent pas de ces maladies. On voit que si on prend là juste la ligne du haut, hein, c'est avec une dépression résistante, on coûte 10 000 $ de plus chaque année par rapport à un patient qui ne souffre pas de ce type de pathologie. Donc, il y a un coût pour la prise en charge sociétale qui est énorme.
La situation nervale, vous en avez déjà entendu parler. Je remets brièvement, je crois qu'il y a une magnifique animation qui montre qu'en fait, voilà, on va envoyer un influx électrique via cette implantation d'une électrode hélicoïdale autour du nerf vague. C'est une stimulation qui est discontinue. Il y a des périodes de stimulation, des périodes de repos de la stimulation. La première indication, c'est l'épilepsie pharmacorésistante. Il y a plus de 100 000 patients implantés dans cette indication. Et en fait, on s'est rendu compte par sérendipité, un terme voilà, pour dire qu'en fait, par hasard, qu'il y a des patients épileptiques qui avaient une meilleure humeur, alors qu'en fait, il n'y avait pas forcément d'effet sur l'épilepsie. Il y a eu un essai négatif, donc randomisé, qui évaluait les patients uniquement à 10 semaines, donc vraiment qu'il y avait un souci sur la durée d'évaluation des patients. On verra que c'est un gros enjeu en psychiatrie. Je ne vous montrerai pas de vidéo de patients qui tremblent plus, parce que vraiment en psychiatrie, il n'y a pas ça. Il faut attendre longtemps et les patients n'ont pas de lésions, j'ai envie de dire qu'on peut tel symptôme à les toucher. Donc il y a un vrai enjeu sur le temps à laisser pour voir apparaître les effets. Là, on voit que dans le gros papier qui a aussi relancé l'intérêt de la situation du nerf vague chez les patients psychiatriques, là, les courbes se séparent nettement. Ensuite, est-ce que les patients refont des épisodes dépressifs ou après au niveau de 6 mois? Là, en fait, c'est en mois. Donc, il faut attendre plusieurs mois et pas 10 semaines. Donc, à l'heure actuelle, il y a une étude de recherche médico-économique qui va être lancée pour voir est-ce que les patients vont mieux s'il y a juste le meilleur traitement médical possible ou le meilleur traitement médical possible plus la stimulation du nerf vague. Et ça doit commencer très prochainement et je suis sûr qu'on aura une réponse qu'on attend, à savoir que ça aide les patients qui sont résistants de les opérer. On n'est pas juste là pour casser du patient, entre guillemets. Pour la stimulation cérébrale profonde, en fait, je fais une très courte introduction, mais le docteur Caron a bien brossé le tableau avant moi. Pareil, on va dire plus de 100 000 patients. En tout cas, beaucoup de patients qui ont utilisé ça. Ce n'est pas une nouvelle technique, ce n'est pas quelque chose d'expérimental. Important de dire, vous allez voir, je vais parler que de neuromodulation et pas de lésion, parce que tout ça va être réversible. Vous allez me dire, ah, mais réversible, il y a quand même une petite lésion sur les électrodes. Les électrodes, c'est 1,3 mm de diamètre, donc c'est toute petite lésion. Donc ça me paraît très important. À titre personnel, je suis assez anti-lésion et ça me fait toujours un peu sourire quand certains collègues qui étaient très défenseurs de l'électrophysiologie au bloc opératoire, de plein de techniques très consommatrices de temps, viennent ensuite prêcher les lésions pour différents patients, que ce soit des mouvements anormaux ou de la psychiatrie. Je pense qu'il faut faire très attention à la lésion qui est non réversible. Et chez les patients psychiatriques avec des maladies très fluctuantes, je pense que ce n'est pas un bon terrain pour ces techniques lésionnelles. Le TOC, très brièvement, c'est finalement très fréquent. Vous allez voir qu'après chaque psychiatre, quand ils sont fans, entre une pathologie, trouve qu'elle est très fréquente. Mais quand même, le TOC, moi, je n'avais pas cette notion-là avant de m'y intéresser de façon importante. C'est une maladie qui est quand même vraiment fréquente. Il y a un surrisque important chez les apparentés de patients qui en souffrent. Je profite pour remercier le professeur Domenech qui a récemment rejoint le GHU Paris-Sainte-Anne et qui a donné une belle impulsion à cette filière. Juste pour brièvement le TOC, parce que parfois on a du mal à voir ce que c'est vraiment ce cercle vicieux. Hein. J'ai la pensée intrusive, ensuite je me fais les scénarios catastrophes de quelqu'un qui va arriver, j'ai de l'anxiété, donc je vais corriger tout ça avec des compulsions, et donc vérifier par exemple que la porte est bien fermée. Et à la fin, c'est des gens qui ont une vie complètement pourrie par la maladie, parce qu'ils passent des heures et des heures dans les compulsions. L'indication de la stimulation cérébrale profonde, j'avais laissé la diapositive uniquement pour montrer que parfois, quand on a des discussions avec des collègues psychiatres, moins avec les plus jeunes, mais parfois avec les plus expérimentés, ça reste encore un petit peu le débat, c'est comment on choisit les patients. Mais il y a maintenant un certain nombre de scores, et on voit qu'il y a des scores composites importants. Donc, on sélectionne énormément les patients. C'est, j'ai envie de dire, quasi obligatoirement dans le cadre d'un protocole de recherche. Donc, on ne va pas opérer 100% des patients. Ce n'est pas le but, c'est d'aider les patients qu'on n'arrive pas à aider avec nos seuls médicaments, j'ai envie de dire nos seules camisoles chimiques. Ça fonctionne. Alors, le TOC, j'ai rajouté de façon un petit peu provocatrice le comme prévu. En fait, le TOC, on savait des anciennes techniques lésionnelles. C'est pourquoi toujours je disais qu'il ne fallait pas acheter le bélier tout du bien. Donc, il y a quand même du bon la technique lésionnelle. Elles avaient déjà un peu présélectionné ces patients TOC. On a vu qu'il y a le côté compulsion. Donc, en fait, c'est des mouvements qui répètent. Donc, il y a un côté, voilà, un peu, on retrouve mouvements normaux, un parallèle. Alors là, le professeur Domenech m'entendrait, je pense qu'il ne serait pas fan de ma schématisation, mais c'est ce qu'on peut retenir. C'est donc, on savait que pour le TOC, ça allait vraiment fonctionner. Donc, ça fonctionne et il faut le proposer à plus de patients. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire dans les années qui s'ouvrent. Sur l'anorexie mentale, qui est la dernière cible que je vais discuter avec vous, l'anorexie mentale, on voit ce que c'est. C'est des patients qui sont volontairement avec un poids trop faible. Donc, c'est le plus fort taux de morbimortalité des pathologies psychiatriques, notamment du risque suicidaire très important chez ces patients et notamment ces patientes. C'est des patients qui sont très jeunes.
et il n'y a pas de traitement médical qui est réellement efficace dans le cas d'anorexie mentale. On peut assez facilement faire regrossir ces patients, mais on n'a pas de traitement long cours à leur donner pour les maintenir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un parallèle entre l'anorexie et l'addiction? C'est ce qui va sous-tendre un petit peu après la chirurgie qu'on va pouvoir proposer. On pense qu'il y a quand même une addiction à la maigreur au-delà de la peur de grossir. C'est des patientes qui ont une gratification différée qui est anormalement privilégiée. C'est les fameux tests, est-ce que vous voulez 2 € tout de suite ou 5 € plus tard? C'est des patientes qui vont toujours prendre les 5 € plus tard, qui vont être très rigides dans leur fonctionnement. Donc, en fait, il y a vraiment ce schéma un peu mental d'attendre la récompense qui va peut-être se retrouver un peu dans cette perte de poids excessive qu'on ne saura pas arrêter. Il y a une implication très importante du système de la récompense. Là, je vous passe le schéma toujours un petit peu illisible à mes yeux de chirurgien, mais vraiment, la partie rouge, c'est le noyau accumbens et c'est une région très impliquée dans le circuit de la récompense et c'est celle qu'on va viser avec la stimulation cérébrale profonde. Il n'y a pas de définition simple de la résistance. Donc là, en fait, on a lancé un protocole de recherche à Sainte-Anne sur ces patients résistants. On voit qu'il faut un critère composite et évidemment une évaluation multidisciplinaire. On reparlera du côté obligatoire, la discussion collégiale sur ces patients très compliqués. Là, c'était pour, on avait dit des belles images, donc j'ai dit, mais je n'ai pas de belles images de chirurgie à présenter, parce que les patients, on parle de gros effets, mais genre des belles images comme ça à montrer sur, on voit un nucleus accumbens, on a l'impression qu'il y a un cœur et ensuite, on va dire, une périphérie qui sont très distinctes. Bon, ça, globalement, c'est tiré de modèle murin, c'est probablement faux chez l'homme, parce qu'en fait, chez l'homme, hop, si j'appuie, ça passe trop vite. On voit qu'on retrouve des structures qui vont être moins différenciées, des travaux histologiques qui montrent qu'il n'y a pas cette différence aussi nette que chez le modèle murin. L'avantage, c'est que ces noyaux gris centraux sont peu impactés par l'atrophie cérébrale que peuvent présenter ces patients anorexiques résistants qui finissent par être atrophiques de partout, y compris du cerveau. Donc, quelles sont les perspectives de tout ça? Là, pareil, je vais juste esquisser deux pistes, mais après, il y en aurait beaucoup d'autres et je suis avec plaisir pour en discuter avec vous. Je dirais que personnaliser la cible, c'est un travail, je pense, très important, parce que pour l'instant, on prend des patients qui sont forcément hétérogènes et qu'on va mettre dans la catégorie dépressif résistant, mettre dans la catégorie, par exemple, schizophrène résistant, mais qui ont probablement des réseaux différents qui sous-tendent les pathologies. Donc là, c'est un travail qui a été publié en 2021 par une équipe américaine, si je ne dis pas de bêtises, San Francisco, mais en pratique, ils ont fait de la SEG, donc ces techniques où on met plusieurs électrodes intracérébrales pour enregistrer l'activité cérébrale du patient, essayer de trouver des biomarqueurs de la dépression et aller ensuite implanter dans l'endroit ad hoc ces systèmes de circuits fermés. Donc, en fait, il y a une électrode qui vient recueillir l'activité électrique cérébrale, une autre qui stimule, et ça permet d'avoir l'effet antidépressif désiré. Alors, il y a c'est assez compliqué, sachant que globalement, tout leur travail pour trouver un biomarqueur, ils avaient déjà en fait un peu décidé quelle était la cible finale. Donc, il y a encore un petit peu de travail pour arriver à personnaliser ça de façon très, très robuste et reproductible. Mais je pense que c'est un vrai travail d'intérêt. Là, on voit après quelque chose que je vais détailler également ensuite, c'est viser des faisceaux de substances blanches. On peut se dire qu'il y a un intérêt de ne pas uniquement viser des structures cellulaires, on peut aussi viser des faisceaux de substances blanches. Le cerveau, on se rappelle, il y a finalement assez peu de corps cellulaires qui sont à l'extérieur. Et ce qui compte, c'est les connexions entre ces corps cellulaires. Je dis aux étudiants que c'est un peu Internet sur les ordinateurs, mais ce qui compte, c'est la connexion entre ces ordinateurs qui est importante, ce qui fait la force de l'organe. Et donc là, c'était un travail assez intéressant où en fait on groupe plusieurs patients qui ont répondu à la stimulation cérébrale profonde, en l'occurrence c'était dans le cas des troubles obsessionnels compulsifs, et on regarde s'il y a des facteurs prédictifs de bonne réponse entre les patients. On a l'impression qu'en groupant des patients de cohortes différentes, en l'occurrence il y avait des patients qui venaient de Grenoble en France, de Londres et de Cologne en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, on retrouve une cible unique, efficace, qui est peut-être en fait un faisceau de substances blanches qu'il faudrait viser. Une chose dont on peut se servir, on reboucle sur la préparation opératoire qui est très importante dans cette neurochirurgie fonctionnelle, qui est sûr qui est moins, j'ai envie de dire, jolie qu'une belle vidéo opératoire, mais qui est vraiment capitale et qui vient de faire que se renforcer dans les années à venir. Donc, il y a encore beaucoup à faire et je suis persuadé que les chirurgiens ont une place prépondérante dans la prise en charge de ces patients complexes.
Je finis juste pour dire que j'aime bien toujours rappeler que Jean Delay et Pierre Deniker ont eu le prix Lasker pour l'intuition de la chlorpromazine à Sainte-Anne. Hein. C'était le début vraiment en fait des psychotropes. En fait, c'est sous supervision d'Henri Laborie, qui était à l'origine un chirurgien militaire. Donc, on voit que dès le départ, il y a eu un travail de coopération important. Il faut collaborer avec nos collègues psychiatres. Et est-ce que le XXIe siècle n'est pas le siècle de la psychochirurgie mature? J'espère que oui. Merci beaucoup, bravo. C'est en tout cas le siècle de l'hyper-développement technologique, on l'a évoqué tout à l'heure avec la digitalisation, donc il y a tout lieu d'avoir beaucoup d'espoir, comme vous l'avez très bien exprimé. Cette présentation superbe est ouverte à discussion. Vous l'avez annoncé, vous avez dit voilà, quels sont les développements actuels, donc on n'attendait pas forcément des résultats, mais bon, dans la discussion, par exemple, vous avez parlé d'addiction, sur l'alcoolisme, est-ce que, par exemple, ce type de traitement est actuellement, qui est très répandu, l'alcoolisme, est utilisé dans votre établissement? Alors, pour l'addiction, donc pareil, il n'y a pas de cas, il n'y a pas d'AMM. C'est vrai qu'à la fin, vous avez dit, oh, je vais marquer AMM, ce qui est la question après de dans le cadre d'études. Dans le cadre d'études, il n'y a pas d'études en ce moment en cours à Sainte-Anne. Les études de l'addiction, elles ont toutes été assez décevantes pour différentes raisons. Les patients addicts ont un profil particulier. Alors, en plus, les patients qui ont une addiction à l'alcool finissent par après avoir différents dégâts, des dégâts neurologiques non nuls. Donc, la facilité à aller opérer ces patients-là, justement, se discute. Je pense qu'il y a des choses, c'est sûr, qui verront le jour, notamment plutôt chez les patients qui font addiction à la cocaïne, ce qui est une demande de la molécule, un craving en fait, qui est très important. Et si on arrive à faire céder cette volonté de la molécule très importante, probablement qu'on va améliorer de façon importante ces patients, qui sont souvent des patients un peu plus jeunes, qui sont moins impactés sur le plan neurocognitif et cérébral que certains patients souffrant d'alcoolisme. Mais je pense au sens large de l'addiction, il y a des choses à faire, mais que ça va prendre encore beaucoup de temps, mais on verra des choses. Est-ce que vous avez eu des patients, par exemple, qui étaient qualifiés de résistants aux thérapeutiques, qui sont devenus plus sensibles aux thérapeutiques après l'une de vos interventions? Oui, j'allais dire que plus sensible aux thérapeutiques, par exemple, quand on parlait de la dépression résistante, il y a un certain nombre de patients dépressifs qui ont besoin d'électroconvulsivothérapie au long cours. Donc, je pense, j'ai une patiente qui est adressée pour la chirurgie à quasiment 90 ans parce elle peut plus supporter, elle a eu plus de 150 séances d'électroconvulsivothérapie. Donc, après, on peut être en relais de ces techniques-là, en fait, déjà de neurostimulation externe et effectivement soulager un patient pour qui ça devient difficile d'avoir ces traitements qui étaient efficaces chez lui. Oui, Julien Claude, juste un commentaire, on échangeait derrière. C'est au moment de la période nazie, les psychiatres et les neurochirurgiens ont fait beaucoup d'expérimentations dans ce contexte-là. Et alors, je vous félicite parce que vous essayez d'apporter une nouvelle vision, bien sûr, hein, qui n'a rien à voir avec l'idéologie dont je parle, mais plutôt l'idée d'un nouveau champ d'exploration qui doit être extrêmement cerné par un contexte éthique essentiel, parce qu'autrement, la liberté d'interpréter comme certaines pathologies ou certaines déviations, par exemple les transidentitaires qui ont été considérés d'abord comme des malades psychiatriques, et sur lesquels on pouvait tenter éventuellement de faire des lobotomies pour les remettre dans le droit chemin. Donc tout ceci, entre la souffrance et l'identité, on atteint par ce type d'intervention sur des contextes psychiatriques la possibilité de toucher des choses qui sont extrêmement difficiles et fragiles. Et remettre en question finalement les intentionnalités du corps médical par rapport aux vrais besoins des patients. Est-ce que, par exemple, vos indications passent par un comité ou une réunion de concertation pluridisciplinaire systématiquement? Oui, obligatoirement. Depuis mon arrivée à Sainte-Anne en tant que chef de clinique, j'ai lancé une réunion de concertation pluridisciplinaire avec les collègues psychiatres, avec des collègues neurologues, neuroradiologues, pour justement discuter de ces patients-là. Et après, on avait dit, ça rentre à chaque fois dans des protocoles de recherche. Mais par exemple, pour reprendre effectivement la sélection des patients, bon, les patients anorexiques, c'est assez simple. C'est souvent des patients qui ont tendance à passer en fait toute l'année hospitalisés. Donc nous, pareil, c'était un choix qu'on a fait. On ne prend pas des patients qui sont trop faibles en poids, parce qu'en fait, c'est assez simple de faire prendre du poids à des patientes anorexiques. Hein. Donc on prend plutôt des patientes qui en fait se maintiennent tant qu'elles sont institutionnalisées, mais dès qu'elles sortent, elles chutent, parce qu'en fait, elles ont besoin soit de la sonde, soit d'un environnement trop important pour arriver à les maintenir. Donc, et le but, c'est d'arriver à leur fournir une sorte de parachute pour qu'elles aient une vie plus normale. Et
pour ça qu'on reboucle sur la sélection des patients, c'est très important en psychiatrie, c'est capital. Hein, mais il y a un certain nombre de patients pour lesquels, en fait, c'est assez évident qu'ils sont au bout de ce que la psychiatrie traditionnelle peut proposer. Et donc, c'est des patients qui réclament. Hein, je pense les patients TOC, il y a une organisation de patients TOC qui réclament à ce que la stimulation cerébrale profonde et l'AMM soient plus largement proposées parce qu'un grand nombre de patients sont améliorés, certains plus que d'autres, mais il y a beaucoup de patients qui sont quand même améliorés et qui trouvent dommage que pas plus de patients puissent en bénéficier. Et comme vous l'avez dit, vous évoluez vers une personnalisation du soin comme dans les autres disciplines. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant et plus que ça. D'accord. Je vais vous laisser présenter. Ah, pardon, oui, excusez-moi. Donc, je vais introduire.